Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Mathilde Touvier. Mathilde est directrice de recherche à l'INSERM et investigatrice principale de la cohorte Nutrinet Santé. On discute notamment des liens entre additifs alimentaires et santé, de la notion d'environnement obésogène, du rôle des antioxydants pour limiter les effets de certaines pollutions et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Mathilde Touvier. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde Touvier. Mathilde, merci de te joindre à moi. Bonjour. J'ai souhaité échanger avec toi à propos de l'un de tes domaines d'expertise, à savoir les liens entre additifs alimentaires et santé, un thème qui présente de forts enjeux pour les enfants. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique de nos échanges, donc nutrition, santé publique, santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Aucun lien d'intérêt. Moi, je suis directrice de recherche, à l'INSERM mais je travaille, dans un laboratoire de recherche public, financé par, des fonds, publics ou associations, à but non lucratif. Ok, très bien. Alors pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter tes activités et puis les enjeux sanitaires associés. Alors moi, je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, à l'INSERM. On est à peu près une centaine de personnes qui travaillons sur les liens entre, l'alimentation dans toute sa complexité, et la santé. Et puis la santé, on s'intéresse, aussi à toute la diversité, donc tout ce qui va être obésité, maladies, métaboliques, cardiovasculaires, les cancers, diabète, mais aussi la santé mentale ou les pathologies, rhumatologiques ou dermatologiques, donc beaucoup de choses différentes. Dans le cadre de cette, recherche-là, nous avons mis en place une grosse étude qui s'appelle Nutrinet Santé, qui porte sur plus de 179 000 participants et qui nous aide régulièrement, à, découvrir de nouvelles choses sur les liens, et l'impact de l'alimentation sur la santé. Dans le cadre de cette équipe, moi, je pilote plus particulièrement, l'axe de recherche sur tout ce qui est, impact de l'alimentation industrielle, des aliments ultra transformés, des additifs, sur la santé. Le de santé, effectivement, c'est une cohorte qui est vraiment très, très connue. Si j'ai bien compris, toi, tu es toujours preneur de nouvelles personnes, et si j'ai bien compris, en particulier hommes, et en particulier jeunes, encore plus que les autres, quoi, même si tout le monde est bienvenu. Oui, là en effet, alors comme souvent, hein, sur les domaines, un peu, santé, nutrition, on surreprésente les femmes dans ce type d'études basées sur le volontariat. Donc, alors les femmes sont toujours les bienvenues, on recherche des hommes et puis on est, l'étude est ouverte à partir de 15 ans. Donc même les ados et bon, jeunes adultes sont vraiment les bienvenus dans l'étude. C'est, une recherche qui se fait uniquement sur internet, donc on n'a, pas besoin, voilà, de se déplacer, de venir, à l'hôpital ou autre pour faire, sa recherche. On participe, en remplissant sur internet à des questionnaires qui sont, hein, très sérieux, validés, mais qui sont vraiment faciles à remplir. On se laisse guider par ce que nous dit l'écran, et donc ça, c'est, un petit temps finalement, un petit peu de son temps qu'on donne, mais des progrès énormes qui sont faits, en matière de connaissances, de compréhension de l'impact de notre alimentation, la nutrition, l'activité physique sur la santé. Oui, c'est une manière simple. Souvent, les gens ont envie de contribuer à, tu vois, la démarche scientifique, à la progression des connaissances. Il me semble que c'est vraiment une manière très utile et simple de le faire. J'en profite pour confirmer le côté simple et convivial de l'exercice. Alors, si tu veux bien, sur la base de tes activités, des résultats que tu as pu obtenir, et puis plus généralement de ta connaissance de l'état actuel des connaissances sur ces sujets, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bonne pratique concrète pour des parents euh, voilà, qui souhaiteraient améliorer oui, c'est ça, leur pratique à l'intérieur de leur famille sur ces aspects? Eh bien, quand on s'intéresse finalement, à l'impact de l'alimentation, sur la santé, à l'impact des aliments qu'on consomme sur la santé, maintenant on réfléchit en 3 dimensions. C'est-à-dire que depuis, des années, quand on regarde la recherche sur la nutrition santé, d'abord on a commencé à identifier les vitamines, leur intérêt physiologique, l'impact sur la santé et puis l'impact lorsqu'on était en carence. Ça, c'est des choses qui sont, très importantes, de même que tout ce qui est nutriments, donc les graisses saturées, le sucre, le sel, et cetera. Ce sont des choses vraiment fondamentales. Cette dimension-là, elle reste toujours vraie. Pour se guider au quotidien, faire les bons choix alimentaires, un outil vraiment simple, efficace, c'est le Nutri-Score.
qui va vraiment renseigner en un coup d'œil, les 5 lettres, 5 couleurs, sur la qualité nutritionnelle globale des aliments. Donc ça, c'est vraiment un premier guide, il est très important. Depuis quelques années, on a développé un axe de recherche, au-delà de ces aspects nutritionnels, du gras, du sucre, des fibres et cetera, et où on s'est dit: «Bon, mais la manière dont on transforme les aliments, dont ils sont, transformés, chimiquement, physiquement, avec des procédés comme de l'hydrogénation des huiles, de l'extrusion, des pré-traitements par friture ou autres et la formulation de ces aliments, c'est-à-dire quels sont les ingrédients qu'on va y ajouter, certains additifs alimentaires, donc des colorants, émulsifiants, édulcorants ou autres, ou bien des acides gras trans qui sont formés lorsque les huiles sont hydrogénées. Donc tous ces aspects-là, indépendamment de la qualité purement nutritionnelle, est-ce que ça n'aurait pas un impact? Et depuis quelques années, il y a de plus en plus d'études, alors notamment avec Nutrinet Santé, on a montré, de manière, précurseur, hein, au niveau international des choses là-dessus, et maintenant plus de 80 études dans le monde, montrent de manière cohérente, que le fait d'avoir plus d'aliments, de ces aliments dits ultra transformés, donc gros procédés de transformation, additifs, dont on pourrait se passer et cetera, et bien plus on en a dans notre alimentation, plus c'est associé dans de grosses études à un risque, plus élevé de différents cancers, de maladies cardiovasculaires, de prise de poids, d'obésité et autres pathologies. Et donc, ces études-là nous ont amenés, à nous poser des questions sur, bah, qu'est-ce qui joue finalement? Quels sont les composés qui jouent là-dedans? Et on s'est dit, eh bien, que vraisemblablement, certains additifs alimentaires ou autres pouvaient jouer un rôle. Et donc, bah, en pratique, au quotidien, pour essayer de faire le meilleur choix là aussi, bah, l'idée c'est d'essayer de limiter, quand on regarde dans la liste d'ingrédients, qu'il y a plein de substances que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas traditionnellement dans vos cuisines. Bon, par principe de précaution, essayez de choisir l'alternative, l'autre produit dans le rayon, qui ne contient pas ces substances et qui est fait avec des ingrédients, de base, hein, finalement. Et donc ça fait partie des recommandations officielles, hein, du Programme national nutrition santé, d'essayer de limiter les aliments ultra transformés et privilégier ceux, pas ou peu transformés. Et puis après, il y a une autre dimension, on en parlera peut-être moins là dans notre échange, aujourd'hui, hein, Guillaume, mais sur l'aspect de contamination environnementale, hein, si on veut faire le bon choix, il y a la dimension aussi, essayer de limiter les aliments pleins de pesticides ou de contaminants de ce type. Et donc, par exemple, hein, de choisir quand on le peut des aliments bio, c'est aussi une des dimensions qui vraisemblablement aurait un intérêt, sûrement pour la planète et peut-être aussi, vraisemblablement pour notre santé. Oui, donc un lien fort, si je comprends bien, entre, l'aspect ultra transformé et le côté, additif. Donc normalement, j'ai souvenir que je crois Carlos Montero parlait d'additifs cosmétiques. Donc en plus de l'aspect préoccupant, il y a l'aspect est-ce qu'ils sont utiles ou pas? Et il y en a qui le sont, enfin dont l'utilité peut vraiment être, questionnée. Donc un lien fort, entre ces 2 aspects. Est-ce que, autant qu'on sache à ce stade, est-ce qu'il y a un lien aussi entre, si j'achète un produit ultra transformé, est-ce que, j'ai une plus grande probabilité d'avoir dans mon aliment des contaminants qui auraient migré de certains contenants? Oui, alors vraiment, ce sont de très bonnes remarques. Donc, la notion d'additif cosmétique, c'est effectivement une notion très intéressante, non pas spécialement d'un point de vue réglementaire, hein, c'est pas un terme réglementaire, un terme officiel, c'est pas un terme scientifique, mais d'un point de vue conceptuel, elle est très importante cette notion parce que, ça veut dire tout simplement que ce sont des additifs dont on pourrait se passer. Ils n'ont pas été mis là par les industriels pour, nous éviter, d'avoir, un risque microbiologique, des bactéries, une intoxication alimentaire avec telle ou telle bactérie. Ils sont pas là pour la santé du consommateur, ils sont là pour faire joli, donc pour rendre le produit avec une belle couleur, texture, pour faciliter et diminuer les coûts de production pour les industriels, et cetera. Mais donc finalement, le bénéfice-risque ici, eh bien, tout le bénéfice potentiel est du côté de l'industriel, du fabricant, et les risques potentiels sont portés par les consommateurs. Et donc, cette notion d'additif cosmétique est vraiment importante parce que s'il y a le moindre risque, même si pour certains, il y a des choses qui sont du domaine de la recherche, qui ne sont pas encore prouvées, il y a des signaux qui s'accumulent, bah, pourquoi courir ce risque, sachant qu'il n'y a aucun bénéfice pour le consommateur? Donc c'est une vraie question. Après, oui, effectivement, il y a plein de facteurs qui jouent potentiellement pour expliquer, ces effets délétères qu'on commence à voir, hein, sur aliments ultra transformés et santé. Les additifs, on en a parlé. Bon, moins bon profil nutritionnel, on en a parlé aussi, hein, c'est souvent le cas, hein, pour ces aliments-là. Mais il peut y avoir aussi des contaminants, alors d'une part qui sont créés lors des procédés de transformation. Quand on fait, chauffer à très haute température, quand on hydrogène des huiles et cetera, il y a des contaminants comme, acroléine, des furanes ou des acides gras trans qui sont produits, hein, selon les procédés, qui peuvent avoir des impacts délétères sur la santé. Il peut y avoir aussi, des contaminants qui viennent des emballages. Alors,
Évidemment, hein, même si vous cuisinez un plat maison, vous le mettez dans une barquette plastique et vous faites chauffer au micro-ondes, le problème peut être le même. Mais ces aliments ultra transformés, il se trouve qu'ils vont rester longtemps sur les rayons des supermarchés. Plus ils restent longtemps au contact des packaging, plus le risque de migration de ces contaminants est important. Ce sont des aliments qui sont souvent vendus dans des emballages plastiques prêts à consommer, voire prêts à réchauffer, à consommer comme tel. Donc, ce problème des matériaux de contact est d'autant plus important, potentiellement, là, dans ces aliments ultra transformés. Donc, toutes ces pistes-là jouent vraisemblablement en synergie et en interaction les unes avec les autres pour expliquer cet effet délétère. Et ça va jouer d'un point de vue biologique sur plein d'aspects. Ça va pouvoir potentiellement perturber notre microbiote intestinal, hein, ça a été montré pour certains émulsifiants par exemple ou certains édulcorants, perturber notre système endocrinien, donc certains contaminants peuvent jouer le rôle de perturbateurs endocriniens, donc plein de mécanismes possibles là qui rentrent en jeu et qui expliquent, hein, de manière plausible ces impacts délétères sur la santé. Ouais, tu parles du temps de contact, effectivement, j'avais pas spontanément pensé à ça, les facteurs, je sais pas comment dire, les facteurs aggravants que j'avais en tête, notamment pour les emballages plastiques, c'était donc la chaleur, tu l'as dit, la présence de gras. Éventuellement, j'avais en tête l'acidité. J'avais lu des choses de l'EFSA là-dessus par rapport aux emballages, enfin pas aux emballages, mais au contact avec des ustensiles en aluminium. C'est-à-dire, je voulais te demander, enfin, à ce stade des études que tu as pu faire et de ta connaissance de la littérature, donc on pense effectivement, quand on pense à contaminants migrants de contenants, on pense spontanément au plastique, on parle aujourd'hui de plus en plus. Est-ce qu'il y a d'autres types de matériaux dont on a comme tu disais, des premiers signaux préoccupants et qui seraient faciles à éviter le cas échéant? Enfin, je pensais, on a parlé à un moment beaucoup d'aluminium, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui et qu'il y a eu des résultats assez rassurants en ce sens. Ouais, est-ce qu'il y aurait d'autres matières que tu nous conseillerais de considérer avec prudence? Oui, alors ça, c'est vraiment un domaine qui est encore en pleine recherche et avec un énorme flou puisque, il y a à peu près, plus de 12 000 substances qui sont, autorisées, pour entrer dans la fabrication de ces matériaux, susceptibles d'être au contact des aliments. Donc quand on parle de ces 12 000 substances, vous imaginez qu'on n'est pas du tout, dans la connaissance fine de leur impact sur la santé. Voire même, il y a d'énormes gaps, dans la littérature, dans les connaissances et dans l'évaluation, qui est faite de ces composés-là au niveau européen et mondial. Par exemple, aucune prise en compte de l'effet potentiel hormis sur certaines cibles toxicologiques, donc de la cytotoxicité, génotoxicité, c'est des choses très particulières. Mais par contre, l'impact sur le microbiote, le métabolisme, la santé reproductive, le risque de progression du cancer, etc., tout ça, c'est pas regardé. Donc, c'est pas étudié et évalué pour l'instant encore. Ensuite, on regarde substance par substance. Donc, on ne sait pas vraiment les mélanges, l'effet qu'ils ont, les potentiels effets cocktails. Et d'ailleurs, le lien aussi avec le reste de l'alimentation, parce qu'un composé contaminant qui serait potentiellement obésogène, perturbateur endocrinien, est-ce que c'est le même effet s'il est accompagné de gras, de sucre, etc. ou pas? Donc tout ça, c'est pas connu, pas étudié non plus. Et puis, pour l'instant, il y a eu très peu de recherches au niveau humain qui permettaient de quantifier ces expositions et de regarder le lien avec la santé. Donc là, on lance vraiment un gros programme de recherche avec mon laboratoire et avec des laboratoires partenaires en toxicologie, en physiologie notamment, pour mieux comprendre ces effets. On aura des réponses dans quelques années, on l'espère. On travaille aussi avec le Food Packaging Forum en Suisse, qui sont des experts mondiaux super intéressants sur le sujet. Donc, on espère pouvoir faire avancer tout ça. Après, il y a déjà des pistes, hein. Par exemple, les PFAS, on en parle pas mal dans l'actualité. En ce moment, ce sont des contaminants, alors notamment, pas seulement des emballages, hein, notamment, mais pas seulement, les poêles aussi, certains revêtements comme ça peuvent en contenir. Et là, vraisemblablement, il y aurait des effets délétères sur la santé qui s'accumulent. Pareil pour certains nanoplastiques, on commence à avoir des éléments sur la santé cardiovasculaire, par exemple. Il peut y avoir aussi des choses qui ont été montrées, alors évidemment sur le bisphénol A, maintenant c'est très connu, mais sauf que des bisphénols autres, hein, ont été utilisés en remplacement et des études toxicologiques sortent maintenant en disant que vraisemblablement c'était pas une meilleure solution et que c'est peut-être aussi dangereux. Donc voilà, il y a des choses qu'on sait et il y a c'est toute la petite partie immergée de l'iceberg et il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore. Oui, effectivement, la liste des limites des évaluations de risque sanitaire est assez longue. Je pense que tu as mis en sueur mes collègues. Là, je suis évaluateur de ces risques sanitaires, même si je le fais pas dans un contexte réglementaire. Mais enfin, je suis complètement en phase avec toi. L'aspect
des effets des mélanges et des potentielles synergies de toxicité qu'on appelle parfois effet cocktail. Enfin, c'est vraiment une limite technique avec laquelle on apporte des éclairages approximatifs, simples, autant qu'on peut. Et je me Juste, disais que peut-être l'épidémiologie pouvait apporter un complément, puisque comme tu l'expliquais, là, tu as des études avec des gens qui mangent des vraies choses avec l'ensemble des substances dedans. Je t'en prie. non, complètement. Et enfin, pour dire que c'est pas une critique des évaluateurs ou du système d'évaluation, enfin, en soi, il faut aussi, pour pouvoir conduire ces évaluations éclairées en prenant l'ensemble des paramètres en compte, bah, il faut que la recherche donne des éléments. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas, par exemple, d'études épidémiologiques qui permettaient de quantifier ces expositions-là. Dans les études épidémiologiques, ce qu'on demande en général, c'est est-ce que vous avez combien en fréquence et quantité avez-vous mangé de biscuits dans le mois dernier? Voilà, ce genre de questions. Là, dans l'étude Nutrinet Santé, on a des choses beaucoup plus précises et les participants peuvent même scanner le code barre des aliments qu'ils consomment, les aliments industriels. Et donc, on va savoir quand quelqu'un consomme un soda, on saura la marque déjà, et puis on saura si c'était en bouteille plastique, en verre, en canette, etc. Et donc, c'est parce qu'il y a eu des progrès de la science, des méthodologies de recueil d'informations qu'on peut aujourd'hui adresser ces questions-là et on l'espère dans quelques années avoir des réponses beaucoup plus concrètes et des recommandations plus concrètes à fournir aussi au public. Ouais, donc tu parlais de scan de produits, de collecte d'informations. Dans les sessions que de cours que tu as pu donner au Collège de France, là, je mettrai les références dans la description de la vidéo. Tu as à plusieurs reprises et tu as même invité des personnes sur l'application Open Food Fact et il me semble qu'il y avait des choses intéressantes à retirer pour des consommateurs et notamment des parents. Est-ce que tu veux bien nous faire un brief sur les essentiels à connaître sur cette appli? Oui, alors ça, c'est vraiment une appli géniale, qui a été développée par des informaticiens, vraiment dans un objectif de santé publique, hein, donc une application gratuite, totalement, toutes les données sont en open data, donc ils donnent vraiment des données pour la recherche, pour la santé publique et pour le public, donc c'est vraiment super utile. En fait, il suffit de scanner le code barre des aliments. Maintenant, il y a plusieurs millions de produits qui sont entrés dans la base. Si d'aventure vous avez un aliment que vous ne trouvez pas, eh bien, vous prenez la photo de cet aliment-là et en temps réel, avec l'intelligence artificielle, les éléments qui sont sur l'emballage sont traités et rentrés et implémentent la base de données, ce qui fait que votre collègue ou frère qui scannera le produit le lendemain aura le nouveau produit dans la base. Donc, c'est très puissant. Et ça donne tout un tas d'informations. Donc, et la composition nutritionnelle, le Nutri-Score, et ça c'est important parce que, comme vous le savez peut-être, le Nutri-Score n'est pas obligatoire. Donc, certains industriels le mettent sur les emballages et d'autres qui ont quelque chose à cacher dans leur composition nutritionnelle ne le mettent pas. Donc là, vous l'avez pour tous les produits, il est calculé de manière transparente. Vous avez la liste d'ingrédients et puis sont pointés notamment les additifs alimentaires. Si vous demandiez ce que c'était cet ingrédient-là dans la composition, vous ne saviez pas trop, bah là, vous savez que c'est un additif qui a telle ou telle fonction. Et puis, vous avez des informations aussi sur le packaging, potentiellement sur aussi l'impact sur l'environnement de cet aliment. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations. Et ça peut vraiment nous aider au quotidien à faire des choix plus éclairés et à combler ce qui devrait être sur l'étiquetage de manière très claire, mais qu'on a comme information grâce à cette appli. Pour être sûr d'avoir bien compris, l'appli, donc pour les produits où il n'y a pas de Nutri-Score, en fait, à partir de la composition, il y a une espèce d'algorithme à l'intérieur et fournit un espèce de Nutri-Score, pas sur l'emballage, mais sur l'appli, calculé dans l'appli, quoi. Oui, complètement. En fait, Ok. l'algorithme qui sous-tend le Nutri-Score, il est public, hein, il est sur le site Hmm. de Santé publique France, il est totalement, enfin voilà, ouvert. Et donc, ils appliquent l'algorithme officiel du Nutri-Score avec les données qui sont obligatoires sur l'emballage, hein, les taux d'acides gras saturés, de sucre, etc. Simplement, c'est traité et c'est traité même en temps réel pour calculer le Nutri-Score des produits. D'accord, donc un parent peut aller, quand il achète des choses pour ses enfants, peut aller consulter cette application. De mémoire, il y a aussi l'information sur l'aspect, pour faire le lien avec ce que tu disais avant, sur l'aspect ultra transformé, avec une classification de Oui, référence, c'est ça? la classification Nova, effectivement. Donc, bah, tu évoquais tout à l'heure Carlos Monteiro, un de nos collègues brésiliens qui ont inventé cette classification. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, c'est pas ou peu transformé. 2, ce sont les ingrédients culinaires, donc sucre, beurre, huile, etc. 3, ce sont des aliments transformés. Donc, on prend des aliments de base, on mélange avec les ingrédients et ça donne des aliments transformés. Et 4, ce sont les fameux aliments ultra transformés dont on parlait. Donc, si vous voyez le Nova 4 sur le site,
eh bien, vous avez affaire à ces fameux aliments ultra transformés dont on voit voilà, les liens entre une part plus importante dans l'alimentation et un risque accru de différentes maladies. Donc tu fais comment, concrètement chez toi? Tu utilises, Open Food Fact, tu regardes comme tu as dit tout à l'heure, je mets une liste, d'additifs et tu regardes son ampleur ou tu pars sur des produits bruts? Enfin concrètement, tu fais comment toi? Alors donc nous on est très on aime manger, hein. Vous allez voilà, je dis ça tout de suite pour pas qu'on dise qu'on est orthorexique à la maison. On est des grands gourmands, on mange de tout. Il y a aucun aliment interdit, on mange aussi des aliments Nutri-Score E et cetera. Mais par contre, c'est vrai qu'au quotidien, oui, on essaye, d'appliquer, voilà, les recommandations du PNNS, hein, le Programme national nutrition santé. Puis au fur et à mesure des recherches, quand on rajoute un paramètre comme additif et cetera, on essaye d'améliorer ça alors qu'il y a quelques années, on n'y faisait pas attention. Donc oui, en pratique, vraiment, alors voilà, je regarde le Nutri-Score. Bon, je connais aussi de réflexe, hein, mais en pratique, je regarde le Nutri-Score des produits. Et si j'ai le choix entre deux alternatives, je prends celui qui est le plus favorable. Les additifs, oui, j'ai le réflexe de regarder la liste de la composition. Et ça, c'est vraiment assez impressionnant parce que même sur des produits où on se dit ce sont des produits de base, la crème fraîche par exemple, en fait avant de m'y intéresser, je savais pas, je pensais que c'était juste, on va à la ferme, on a son pot de crème fraîche et voilà. Et en fait c'est plein de carragénane par exemple. C'est un des émulsifiants qu'on a pointé associé à des pathologies dans nos études Nutrinet. Donc qui est, pas dire que c'est prouvé, mais c'est sur la sellette. Donc il y a plein de choses comme ça où on a des surprises. Et puis après, voilà, si possible bio, ça c'est un autre réflexe. On se sert beaucoup, oui, on se sert beaucoup d'Open Food Facts aussi quand on veut comparer des produits. Par exemple, voilà, on s'intéresse à plusieurs céréales petit déjeuner ou choses comme ça. Et bien là, vous voyez tout de suite, vous pouvez les classer selon tel ou tel critère. Vous pouvez faire des recherches, ceux qui ne contiennent pas d'additifs ou ceux qui ont un Nutri-Score A ou B. Enfin, c'est très facile, voilà, de trouver des produits et des idées à la fois pour les consommateurs et puis nous, en recherche, on s'en sert énormément aussi. Oui, je suis content que tu aies, bon déjà je pense que le retour d'expérience sera intéressant pour beaucoup de gens. Je voulais revenir sur un des points que tu as dit, où tu disais oui, bon tu l'as dit en plaisantant, mais je pense que c'est vrai, même à la maison, on a des produits qui sont, Nutri-Score, E. Et je voulais en profiter pour re-souligner quelque chose que tu dis souvent, j'entends aussi Serge Bercy dire souvent, c'est E, ça veut pas dire interdit, quoi. Ça veut dire on module la fréquence. Je trouvais que c'était une déclinaison d'un message que tu dis souvent, quoi. Ouais, c'est vraiment très important, c'est simplement, enfin voilà, nous on consomme du chocolat, on consomme, certains fromages, voilà, on adore ça. Simplement, on sait en voyant un Nutri-Score D ou E, qu'il faut pas en manger, 1 kilo matin, midi et soir. Et on sait que si là, on s'est fait plaisir à ce moment-là, on rééquilibre un peu au repas d'après ou sur la semaine, hein. C'est un équilibre, c'est pas, entre 2 aliments qu'on consomme en même temps, c'est à l'échelle de la semaine. Et ça permet vraiment d'avoir un guide qui, tout en se faisant plaisir, associe toute une diversité d'aliments dans des fréquences et des quantités qui sont compatibles avec les recommandations. Ok. Je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit en entrée sur les différentes dimensions que vous regardez. Tu avais parlé notamment de vitamines. Je voulais profiter que je t'avais avec moi là pour échanger sur un sujet qui est classique en santé environnementale. C'est je crois que quand des personnes commencent à s'y intéresser, à un moment, ils arrivent sur l'information qu'un certain nombre de pollutions sont associées à un excès de stress oxydant ou d'inflammation dans le corps. Et une de leurs idées, avec un mécanisme de première approche qui paraît plausible, c'est de dire je vais me supplémenter avec différents types de compléments pour compenser cet excès de stress oxydant. Et ça m'intéressait d'avoir ton éclairage sur ce sujet. Est-ce une bonne idée d'acheter un multivitamine parce qu'on habite à Paris? Alors, la réponse est non, mais je développe un peu. Effectivement, hein, les mécanismes de stress oxydant qui peuvent, enfin, on y est soumis en permanence, hein. Ils peuvent venir à la fois de la pollution, du tabagisme, actif ou passif, de tout un tas d'agressions entre guillemets que notre organisme subit au quotidien. Alors, les choses sont bien faites, hein, la nature est bien faite, c'est-à-dire que notre organisme a des mécanismes de détoxication et est fait pour gérer justement ces agressions. Après, quand la balance entre pro-oxydants et nos mécanismes de détoxication, ils sont un peu dépassés, c'est là où on peut avoir le développement de certaines pathologies, dommages à l'ADN, etc., qui peuvent conduire à des dérèglements à la fois métaboliques, cancer ou autres. Donc, les antioxydants, d'un point de vue physiologique, ils sont absolument nécessaires.
Mais là où s'arrête la démonstration, c'est que ces antioxydants, on les a sans problème et totalement dans notre régime alimentaire. C'est-à-dire que justement, quand on essaye de faire l'effort de suivre ces recommandations du PNNS, notamment là, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, mais il y en a plein d'autres, eh bien, on va avoir une couverture optimale en antioxydants, en vitamine C, en vitamine E, bêta-carotène, etc. On les a dans ces fruits et légumes. Donc, bien sûr qu'il faut en consommer, mais l'alimentation équilibrée suffit. Et c'est dangereux de se dire qu'on va avoir recours à des compléments alimentaires pour gérer ça. D'une part parce que, alors, il peut y avoir tout un tas de problèmes liés aux compléments alimentaires, hein. Il peut y avoir des interactions avec les médicaments, il peut y avoir des surdosages et des dépassements limites de sécurité, il peut y avoir des effets aussi à long terme qui sont mal connus, avec certaines études qui suggèrent, alors soit pas d'effets, soit pour certains des effets délétères sur certaines pathologies à plus long terme, de multivitamines ou même de vitamine C ou autre. Donc c'est des questions qui sont pas encore vraiment tranchées. Or, si on regarde la vitamine C par exemple, il faudrait en consommer, l'apport recommandé c'est 110 mg par jour, hein, pour un adulte en bonne santé. Et bien ça, si vous prenez 2 fruits, mettons une orange, un kiwi, vous avez déjà cette valeur-là. Donc, a fortiori, si vous prenez vos 5 portions de fruits et légumes par jour, vous êtes même au-delà de l'apport recommandé. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir recours à ces vitamines minéraux. Et alors, c'est sûr que c'est plus facile parce qu'on pourrait se dire, je mange n'importe quoi, je fais pas d'activité physique, je dors pas, mais j'ai ma pilule miracle à côté qui va tout rattraper. Et donc, ça, c'est très dangereux parce que quand on dit qu'il faut, par exemple, manger au moins de 5 portions de fruits et légumes, etc., il y a les vitamines, les antioxydants, mais il y a aussi les fibres que ça amène. Il y a le fait que quand vous allez manger ça, justement, il y aura moins de place dans votre estomac pour manger des cochonneries à côté, etc. Et donc, c'est tout un ensemble bénéfique, cette consommation-là de fruits et légumes. Et ce serait illusoire de penser qu'on peut imiter ça ou rattraper ça avec des compléments alimentaires qui, en plus, sont coûteux et pas forcément anodins. Oui, j'ai souvenir que, on a discuté avec Robert Barouki sur ces aspects-là, notamment sur la vitamine C, où il disait, bon, c'est assez ironique parce que si on en consomme trop, ça devient, ça commence à avoir un caractère oxydant, quoi. Donc c'est quand même exactement le contre-productif, quoi. Et il mettait bien Sur en le avant le côté. bêta-carotène, notamment, ça a été montré aussi. Et il y a même eu, enfin, ça a été une sorte de pavé dans la mare au niveau recherche qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et surpris beaucoup de monde. Parce que dans les années 80, justement, il y avait cette identification du bêta-carotène comme antioxydant. On savait que le bêta-carotène, on le trouvait, hein, dans les fruits et légumes. Et d'un point de vue expérimental et physiologique, on avait compris que des mécanismes d'oxydation étaient à la source de différentes maladies, comme certains cancers, comme le cancer du poumon. Et donc, naturellement, 2 équipes de recherche, une aux États-Unis et une dans les pays nordiques, se sont dit, on va donner des compléments alimentaires de bêta-carotène à forte dose à des fumeurs ou des personnes exposées à l'amiante, donc à plus fort risque de cancer du poumon. Et l'autre groupe recevait un placebo, pour faire simple. Et puis on s'est dit, ils se sont dit à l'époque que forcément ça allait protéger les personnes contre le cancer du poumon. Et en fait, ces 2 essais-là, qui étaient vraiment totalement indépendants, ont dû être arrêtés de manière prématurée, puisque au lieu d'observer ces effets protecteurs, eh bien, il y avait plus de risques de cancer du poumon dans le groupe qui était supplémenté avec ce bêta-carotène que dans le groupe qui recevait un placebo. Et donc, sur le coup, ça a été extrêmement surprenant. Évidemment, d'un point de vue éthique, ils ne s'attendaient pas à ça, sinon ils n'auraient pas pu mettre les laisser en place. Et après, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré effectivement que le bêta-carotène, déjà à forte dose, devenait pro-oxydant, que le bêta-carotène en plus interagissait avec les carcinogènes du tabac, et devenait encore plus pro-oxydant et favoriser l'effet carcinogène du tabac en présence de ce bêta-carotène. Et plein d'autres mécanismes ont été mis en évidence qui expliquaient cet effet délétère. Et donc, cet exemple-là, il est intéressant parce que ça a été mis en évidence, on le sait maintenant, mais combien d'effets de ce type-là n'ont pas encore été mis en évidence ou connus parce que simplement, il n'y a pas encore eu de recherche vraiment dessus. Voilà, ça laisse un message là de prudence quant à l'utilisation de ces produits. On ne peut pas se dire si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal, quoi. Ce sont de vraies substances actives. Oui, les essais contrôlés, randomisés, là, qui sont. D'ailleurs, je renvoie dans tes cours au Collège de France, je pense que c'est ton premier cours où en fait tu parles de différents niveaux de preuves qui existent en sciences, de faisceaux d'indices. Je pense que c'est des notions très importantes de culture générale. Je remettrai aussi
le lien en description. Et donc, quand on arrive dans les études qui sont réputées standards, au standard, parfois, oui, effectivement, on a des surprises. Je voulais rebondir sur le fait que tu disais, on a dû arrêter un moment au regard des premiers résultats pour des raisons d'éthique. Et il me semblait que ça renvoyait aussi à une difficulté qu'on a en santé environnementale parce que on peut pas donner à des gens des substances qu'on pense être des polluants et faire donc c'est ce type de test à fort niveau de preuve, quoi. Et donc, enfin, ça se mord un peu la queue parce que des gens disent oui, mais il n'y a pas des preuves complètes. Mais oui, mais on peut pas faire les. Parce que de mémoire, je crois que tu expliquais bien il faut avoir un effet positif, un bénéfice présumé pour enclencher ce type d'études. Bon, bref, Mm. il y a Mais des. ouais. Ouais. Non, non, c'est vraiment intéressant parce que euh, en fait, quand on s'intéresse à des substances qui sont potentiellement délétères, bah, certains additifs, certains aliments ultra transformés, là pour reboucler avec le sujet, mais ça peut être aussi certains pesticides ou autres, bah, évidemment qu'on ne peut pas mettre en place un essai randomisé qui serait d'un point de vue gold standard méthodologique, ce serait très intéressant puisqu'on contrôle tous les paramètres. Donc, on pourrait donner tel additif à des personnes pendant 5 ans. Les autres auraient un placebo et puis on compare qui meurt le plus, qui a le plus de cancer. Donc, alors, scientifiquement, oui, c'est sûr que ce serait super. Éthiquement, évidemment qu'on ne fera jamais ça si on pressent un effet délétère. Et donc, voilà. La recherche avance sur ces sujets-là avec des études comme l'étude Nutrinet Santé ou d'autres études de cohorte où on va observer les comportements. Certains sont plus ou moins exposés à tel ou tel additif ou aliment et d'autres pas ou moins. Et donc, on peut faire des liens entre ces niveaux d'exposition et le risque de maladie. Il y a aussi toute la recherche au niveau expérimental. Mais là, vous me direz, bah, c'est sur des cellules, sur des animaux, c'est pas chez l'humain. Et donc, certains détracteurs qui n'ont pas trop envie, pour certains conflits d'intérêts, qu'on s'intéresse à certaines problématiques, et c'est vrai sur le domaine des pesticides aussi, sur plein de sujets, vont dire, ah bah oui, mais vous n'avez pas d'essai randomisé, donc il n'y a pas de preuve. Alors qu'en fait, eh bien, c'est pas comme ça qu'on construit les niveaux de preuve sur ces sujets-là et sur ces substances potentiellement délétères. C'est vraiment en faisant ce qu'on appelle nous de la triangulation, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les études d'observation qui existent, et pas seulement une seule, hein, toutes celles qui existent dans le monde, toutes les études chez la souris, chez les cellules, enfin plein d'études différentes, plus des essais randomisés, mais à très court terme, sur des mécanismes vraiment très précurseurs de maladies qui ne mettent pas en danger la vie des gens. Et tout ça mis bout à bout, avec ça, on arrive à des niveaux de preuve importants et à des arguments en faveur de le lien de cause à effet entre telle substance et la santé. Et si on reprend juste pour conclure là-dessus l'exemple du tabac, c'est pas avec un essai randomisé qu'on a montré en faisant fumer des gens pendant 5 ans pour voir qui avait le plus de cancer du poumon. C'est pas avec ce type d'essai-là qu'on a montré l'effet délétère qui n'est plus remis en question maintenant du tabac sur le cancer du poumon. C'est exactement avec cette triangulation de méthodes épidémiologiques d'observation expérimentale où on a mis en évidence un niveau de preuve très fort qui aujourd'hui est admis communément. Ouais, le poids des preuves, hein, comme on dit à l'ANSES. En fait, il y avait plein d'enseignements utiles pour les parents là, dans ce que tu viens de dire. Moi, je crois que de mémoire, ça doit être dit comme ça dans une de tes interventions, c'est on ne change pas un principe général, c'est on fait pas des changements significatifs dans sa vie sur la base d'une étude, hein, surtout si c'est avec des gros titres relayés dans la presse de manière complètement approximative. Une nouvelle étude, ça s'inscrit dans un puzzle existant, ça s'inscrit dans un ensemble de connaissances qui pointent déjà dans une direction ou pas, et donc ça s'additionne de manière incrémentale, quoi. Et en fait, ça m'intéressait toujours d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, donc, une des critiques qui est faite, que moi j'entends souvent sur les recommandations de santé publique, dont tu montrais bien avec une image d'iceberg, on attend un faisceau de preuves avec différents types de preuves, donc des preuves de mécanismes, des preuves sur l'homme, des preuves sur animaux, etc. Et il y a pas mal de gens qui critiquent en disant, bah, en fait, le problème c'est que le temps qu'on arrive à un poids d'épreuve suffisant, notamment pour contrer de possibles lobbies. En fait, il y a déjà des gens qui sont tombés malades, il y a déjà des gens qui sont morts, beaucoup. Et donc, se pose toujours la question de à partir de quand on agit. Et ça m'intéressait d'avoir ton éclairage là-dessus, dans ton cas particulier, avec ta famille, par exemple. À partir de quand tu commences à recommander dans ta famille des changements de comportement? Est-ce qu'une association solide Nutrinet plus un mécanisme plausible, par exemple, toi t'enclenches ou t'attends plus?
Non, c'est vraiment hyper important tout ça. Et moi, je suis vraiment très, très heureuse qu'on ait ce sujet-là de discussion avec bah, voilà, du public, des vrais gens de la vraie vie qui sont complètement à même, moi, je pense, d'écouter, de dialoguer, de comprendre des choses avec nous là, sur ces sujets-là. C'est des choses dont on parlait pas, alors, mais même avant la crise Covid. Je pense que la science, maintenant, je suis très contente que les citoyens s'emparent de ces questions-là et de la subtilité de tout ça. Parce que c'est vraiment une question qu'on a au quotidien. D'ailleurs, Bradford Hill, Sir Bradford Hill, ça fait déjà des décennies de ça, disait, alors bon, il disait ça en anglais, donc je dis en français, mais en gros, quand il commence à y avoir une accumulation de preuves, eh bien, le fait qu'on ne sache pas encore tout, finalement, ne doit pas nous servir d'excuse pour ne rien faire d'un point de vue de santé publique. Et là, il y a beaucoup d'exemples où on est dans cette situation-là. C'est-à-dire que alors, se méfier quand il y a une seule étude et ne pas effectivement tout changer, notre vie courante et puis les recommandations sur la base d'une seule étude, ça c'est vraiment très important. Sinon, c'est vraiment la porte ouverte à tout et n'importe quoi et des messages qui vont être contradictoires, hein, parce que quand il y a ce qu'on appelle les expertises collectives qui font la synthèse de toute la littérature, ben, vous allez avoir parfois des études toxicologiques qui vont aller dans deux sens différents et c'est la vie, c'est la science. Et donc, d'où l'intérêt de se poser avec des experts qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui sont coordonnés par des instances reconnues, hein, comme l'Institut national du cancer, l'ANSES ou encore le Centre international de recherche contre le cancer, par exemple, pour faire ces expertises-là. Et découler des niveaux de preuves. Et à partir du moment où il y a des codifications, justement, pour dire à partir de quand on passe dans le niveau du niveau possible, probable, convaincant, donc il y a tout un langage comme ça. Et généralement, les recommandations de santé publique, celles du Programme national nutrition santé pour la France, sont émises à partir du moment où on a un niveau de preuve probable ou convaincant. En deçà, il peut y avoir un principe de précaution qui est énoncé, et donc alors qu'on en était seulement aux premières études dites étiologiques, donc de lien entre aliments ultra transformés et santé, le Programme national nutrition santé, sentant monter certains signaux, avait émis ce principe de précaution. Aujourd'hui, c'est au-delà du principe de précaution, c'est-à-dire que là, la recommandation est la même, mais avec derrière un niveau de preuve qui est nettement renforcé avec les 80 études qui montrent ça. Donc, voilà, à partir du moment où il commence à y avoir des signaux concordants entre plusieurs études qui montrent ça, des études épidémiologiques, toxicologiques, etc., on peut commencer à se poser des questions. Généralement, c'est à partir de là que les recommandations commencent à intégrer ces aspects-là. Et puis, surtout, voilà, à partir du moment où il y a des choses qui sont reconnues par expertise collective comme ayant des niveaux de preuve probables et convaincants, ben là, on peut se dire qu'il y a suffisamment de preuves pour essayer au mieux d'appliquer les recommandations qui sont préconisées. Oui, ce que tu disais, ça me faisait penser, effectivement, le Haut Conseil, et je pense repris par le PNNS, parfois fait des recommandations en précisant effectivement qu'on est dans le domaine de la logique de précaution à ce stade. Enfin, donc, j'ai l'impression que par rapport à la critique que j'entends souvent, là, dont je me faisais le relais, là, que les, les gestionnaires du risque font des recommandations aussi avec différents niveaux, comme tu disais. Et il me semble qu'ils attendent pas le haut de l'iceberg, là. Oui. Tu avais tout à l'heure évoqué le terme obésogène et aussi de mémoire dans les cours que tu donnais au Collège de France, à un moment tu parlais d'environnement obésogène. Je trouvais que c'était un thème riche en enseignements pratiques intéressants. Est-ce que tu peux nous faire un brief sur les essentiels à connaître sur ces aspects? Alors, cet aspect-là, hein, d'environnement obésogène, on peut l'entendre à différents niveaux. On peut l'entendre, nous, dans notre domaine de recherche, au niveau de l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions auxquelles on va pouvoir être soumis, que ce soit là dans notre vie d'adulte et même quand on remonte aussi au début de la vie et même pendant la phase in utero. Et donc, ces expositions-là, certaines peuvent en effet jouer sur des mécanismes qui vont être plus favorables ou au contraire prévenir le développement d'une prise de poids et voire d'une obésité. Donc ça peut être des expositions qui vont être liées évidemment à notre alimentation, dans tout l'aspect nutritionnel, sucre, sel, etc., fibres de l'alimentation, et les aspects non nutritionnels avec les contaminants, alors les additifs, les pesticides, les contaminants liés aux emballages, etc., etc. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a tous les aspects aussi, donc il y a l'activité physique aussi qu'on va faire, et puis tout l'aspect lié à des choses qui n'ont rien à voir avec la nutrition, hein, comme le tabagisme, certaines prises de médicaments ou autres, donc, ou
ou la pollution atmosphérique ou d'autres aspects. Donc ces expositions-là, elles sont vraiment très multiples et combinées, certaines vont favoriser le développement d'une obésité. Après, quand on parle d'environnement obésogène, on peut l'entendre aussi sous l'angle des politiques de santé publique et de ce qu'il faudrait faire justement pour améliorer notre environnement. Et donc, quand on pense notamment à l'impact de l'alimentation sur la santé, sur le risque d'obésité ou autre, il faut vraiment le penser à plusieurs échelles. Là, on évoquait dans la conversation qu'on a là, différentes choses, par exemple les recommandations du PNNS, c'est-à-dire expliquer à tout le monde, aux parents, aux adultes, aux différents âges, quelles sont les recommandations dans l'état actuel des connaissances et de la science qu'il faudrait appliquer pour maximiser notre protection, notre prévention vis-à-vis des maladies. Ça, c'est une chose très importante, que tout le monde s'approprie ces messages-là, les connaisse, alors à défaut de les appliquer encore, mais déjà de les connaître, c'est vraiment déjà quelque chose d'important, de les enseigner à l'école, etc. Il y a le site mangerbouger.fr où tout est récapitulé par âge, c'est vraiment très très bien fait, il y a des idées, donc plein de choses sur ce site-là, on pourra en reparler. Je me Oui, permets vas-y, pardon. une remarque, je l'ai découvert tardivement, quoi, donc je voulais juste oui, ressouligner qu'il est vraiment super bien fait. Voilà, Oui, juste un aveu d'humilité, je l'ai découvert très tardivement. non, c'est un site super, c'est le site officiel du Programme national nutrition santé. Et donc, au-delà de rappeler les recommandations, il y a vraiment des conseils pratiques. Donc, vous pouvez chercher selon vos situations, le petit budget étudiant ou personne qui peut être intolérant à tel ou tel gluten ou autre, j'en sais rien. Des Enfin, il y aura vraiment des générateurs de repas. situations. Voilà, il y a la fabrique à menus, vous pouvez générer vos menus pour la semaine avec la liste des courses qui va avec, qui soit en accord avec les recommandations du PNNS et l'équilibre sur la semaine. Donc vraiment très chouette, hein, je vous invite à y faire un tour. Bon, pour les parents aussi, il y a tout ce qui est diversification alimentaire, voilà, toutes ces questions-là qui sont vraiment remises au goût du jour avec toutes les dernières recommandations à chaque fois. Donc si vous posez une question, ce site, c'est un site de référence. Et donc, ça, c'est important. Voilà, ça, c'est informer le public. Le Nutri-Score, c'est un outil qui va dans ce sens-là aussi. C'est comment, pour mes choix au quotidien, je peux faire les bons choix avec cet outil-là. Donc, très bien. Mais après, quand on a dit ça, eh bien, c'est important aussi de se dire qu'on ne peut pas mettre tout le poids sur nous, les citoyens, les consommateurs. Si on évolue dans un environnement justement obésogène parce que forte pression du marketing qui nous pousse à avoir envie de consommer en permanence des produits gras, sucrés, salés, bourrés d'additifs ultra transformés, qu'on les trouve à tous les coins de rue, dans des distributeurs, sur le quai du métro quand on attend, ou des boissons sucrées, soda, etc. Et que nos enfants sont exposés à longueur de journée, alors pas seulement dans les programmes pour enfants, puisque là c'est plus ou moins régulé, mais dans toute la télévision qu'ils voient et maintenant Internet, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Ils sont bombardés de ces messages-là. Il y a une étude de Santé publique France qui montre que il y a plus de la moitié des aliments, de publicité pour certains aliments auxquels les enfants sont exposés, qui sont avec des Nutri-Score D ou E. Donc, ils voient des pubs pour de la malbouffe en permanence. Donc, tout cet environnement et tous ces facteurs-là participent à ce concept d'environnement obésogène. Et donc, en termes de santé publique, de politique publique, si on n'agit pas aussi à ce niveau macro, en modifiant l'offre alimentaire, en modifiant de manière réglementaire la publicité, le marketing, etc., pour assainir finalement cet environnement auquel les gens ont accès, on aura beau matraquer le fait de dire c'est pas bien de manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est compliqué. À l'impossible, nul n'est tenu, et Oscar Wilde le disait très bien par rapport à la tentation, c'est exactement ça. Et surtout que ça actionne des mécanismes qui sont issus de millions d'années d'évolution dans un environnement où les calories étaient rares, quoi. Donc, il me semble que c'est hyper important ce que tu viens de dire là, qu'en fait, il vaut mieux agir sur l'environnement plutôt que de compter sur sa discipline personnelle face à des mécanismes qui sont extrêmement puissants, quoi, qui étaient Ouais. directement reliés à notre survie pendant de très longtemps, quoi, de nos ancêtres. Non, c'est la synergie des deux qui est vraiment importante. Mais ouais. Ok. Je, oui, je voulais rebondir aussi sur des aspects de perturbateurs endocriniens dont tu parlais. Donc, un des aspects, effectivement, de certaines substances qui est mis en avant, c'est leur propriété obésogène. Donc, pour faire écho à ce qu'on disait avant, on a des données aujourd'hui sur rongeurs, on a des données sur l'humain, on a des mécanismes plausibles. Voilà, j'espère qu'il y aura un de ces quatre, une expertise collective pour faire l'état du poids d'épreuve à ce stade sur ces aspects.
Mmh. Ok, un autre point important que tu soulignes régulièrement dans tes interventions, c'est l'importance de pas, dans nos recommandations, de ne pas creuser encore un peu plus des inégalités de santé qui sont déjà significatives. Donc j'avais envie de te demander quelle bonne pratique efficace, pas chère, je sais pas, disons à moins de 10 euros, tu conseillerais à un parent pour soit le protéger de substances préoccupantes comme celles qu'on a évoquées, ou d'une manière générale pour améliorer la nutrition de ses enfants. Tu peux faire un top 3 si tu veux, Ouais. parce qu'il y en a peut-être beaucoup. Non, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que là aussi, de dire aux personnes, «Mangez ci, ça» et cetera, si, d'un point de vue, pouvoir d'achat, on a une offre qui est, de moins bonne qualité nutritionnelle parfois, c'est pas toujours le cas, mais de moins bonne qualité, pour les produits moins chers et des produits, plus chers, des fruits et légumes frais et cetera, plus difficilement accessibles économiquement. Pareil sur la recommandation sur le bio qui, à l'heure actuelle reste plus cher pour l'instant. Tout ça, il faut que ça change. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait là aussi, un courage politique de faire changer les choses pour rendre les plus accessibles les produits les plus favorables à la santé. Donc ça, voilà, c'est pas un conseil pratique pour le public, c'est un conseil, un appel à nos dirigeants et nos politiques pour aller dans la bonne direction là-dessus. Après, il y a plein de choses et d'astuces. Enfin, on évoquait tout à l'heure l'appli Open Food Facts, elle est gratuite. Donc ça, déjà, ça coûte rien du tout d'avoir ce petit regard critique et de choisir entre plusieurs produits avec cet œil éclairé. Le Nutri-Score, pareil, c'est un appli, un logo est disponible aussi grâce à l'appli Open Food Facts qui est accessible à tout le monde et peut aider tout le monde, quel que soit son portefeuille, à faire des choix éclairés là-dessus. Il n'y a pas d'éléments qui disent que là, manger mieux classé au Nutri-Score serait plus cher. Il y a même des études là qui suggéraient sur certaines catégories là l'inverse. Donc, on peut tout à fait faire ça. Et puis après, là aussi, sur le site mangerbouger.fr, il y a vraiment une rubrique par rapport à ça et qui montre qu'on peut avoir de très bons produits. Par exemple, une des recommandations importantes, ce sont les légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, et cetera, qui sont donc les légumes secs, qui sont d'excellentes sources de fibres et de protéines végétales, et qu'on consomme pas assez, hein, dans notre alimentation, et qui sont des aliments, pas chers, hein, qu'on peut trouver en conserve, hein, des conserves non ultra transformées, de bonne qualité. Et donc et pareil pour les poissons gras, 2 fois par semaine du poisson gras, on peut avoir, une boîte de thon et cetera dans son placard. Il y a des choses qui coûtent vraiment pas très cher et qui permettent en fait, sans problème, d'avoir une alimentation équilibrée. Pareil, quand vous consommez des fruits et légumes de saison, bah, ça sera moins cher, mieux aussi parce qu'ils n'auront pas été bourrés aux pesticides pour durer, jusqu'à 6 mois après la bonne saison. Donc en fait, à la fois on agit positivement sur l'environnement, et sur sa santé en ayant des produits, moins chers et plus goûteux aussi. Donc ce sont des petits conseils pratiques comme ça que vous retrouverez sur ce site, mangerbouger.fr. Oui, dans les critères que tu avais dit tout à l'heure du générateur de menus, il y avait des aspects budgétaires aussi, si je me rappelle bien ce que tu as dit. Je parle sous Oui, ton contrôle. oui, oui. Ouais, ok, Mmh génial. mh. Ok, ça marche. Très bien. Mathilde, est-ce qu'il y avait un point important dont tu souhaitais discuter et qu'on n'aurait pas abordé spontanément pendant les échanges? Je pense que là, on a bien fait le tour. On a abordé beaucoup de concepts, montré que la nutrition, l'alimentation, a de multiples dimensions, mais que finalement, c'est pas si compliqué d'essayer de faire les bons choix au quotidien ou en tout cas, si un message qui est peut-être important, c'est celui de se dire que, même si, pour les fruits et légumes, par exemple, vous allez me dire 5 portions par jour, waouh, moi qui suis à 0, ça va être compliqué. Mais en fait, dans nos études, on voit ce qu'on appelle une relation dose-réponse. Et donc, plus vous allez augmenter les portions de fruits et légumes, plus vous allez vous faire du bien par rapport à la santé, à la protection des maladies. Et donc, ne vous dites pas, il faut absolument que j'ai 5 et sinon rien, et sinon ça sert à rien. Puisque déjà, si vous passez de 0 à 1 portion par jour, et pareil pour vos enfants à qui vous avez parfois du mal à faire manger des fruits et légumes, soit dit en passant, il y a des conseils aussi là-dessus sur mangerbouger.fr, eh bien, vous aurez déjà un bénéfice pour la santé. Donc, ne jetez pas l'éponge, ne vous dites pas si c'est pas parfait, mais mon atteinte des recommandations ou pour mon enfant, bah, tant qu'à faire, foutu pour foutu, mangeons n'importe quoi. Non, non, chaque petit pas joue et un pas de plus vers la protection pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, le foutu pour foutu, c'est vraiment la voie du diable, hein, ce truc-là, quoi. Oui, je voulais rajouter aussi,
il me semble avoir vu pas mal d'éléments comme ça dans la littérature. En tout cas, je l'observe autour de moi. J'ai notamment des gens qui commencent à avoir le rythme cardiaque qui s'accélère lorsqu'ils voient un brocoli. Et j'ai vraiment l'impression que le principe on mange ce qu'on aime, mais aussi on aime ce qu'on mange, me paraît hyper efficace. C'est-à-dire, si tu prends l'habitude de manger des brocolis, au bout d'un moment, en fait, ça devient quelque chose que tu aimes bien, quoi. Je sais pas si... il me semble avoir croisé des choses comme ça dans la littérature, mais je n'ai pas de vision globale, quoi. Oui, enfin, c'est vrai que, bah, si on prend l'exemple, voilà, encore une fois, des enfants, hein, d'habituer très tôt à des différents goûts, une diversité alimentaire, des goûts de légumes, etc. Et habituer aussi dans l'autre sens à ne pas considérer comme normal le fait d'avoir une bouteille de soda sur la table quand on mange un repas classique. Tout ça, ça fait partie des bonnes habitudes, des goûts qui se travaillent, qui se transforment et des choses qui s'acquièrent et qui vont rester potentiellement après à l'âge adulte. Donc, là, pour le coup, c'est plus difficile de changer des habitudes alimentaires du jour au lendemain pour un adulte chez qui ça fait 40 ans qu'on a fait les choses pas trop comme il faut, que dès le départ, pour des parents, d'essayer du mieux possible, hein, sans là aussi dégoûter les enfants et la forcer à manger un plat de brocoli entier s'ils n'ont pas envie, mais voilà, d'instaurer par petites touches. Vous verrez parmi les conseils sur Manger Bouger, il y a le fait de prendre un plat qu'ils aiment déjà bien. Souvent les pâtes, hein, ça passe bien, en rajoutant des petites touches de légumes, des petites touches de couleurs, des choses voilà, où vous n'en mettez pas une plâtrée de brocoli du jour au lendemain comme ça, mais vous les incorporez dans un cake avec de la farine complète et pas trop salée. Enfin, il y a plein d'idées comme ça, de recettes qu'on peut faire et qui vont permettre de donner le goût des légumes et de considérer que ça fait partie de l'alimentation courante et normale. Ok, ouais, j'aime bien le parallèle avec en santé environnementale, on a la notion de fenêtre de vulnérabilité. Et effectivement, en termes d'habitudes alimentaires, on peut aussi ce concept de donner le meilleur tremplin possible pour le reste de la vie Bien sûr. voilà, des enfants Mm. qu'on gère. Ok Mathilde, merci beaucoup pour les informations utiles, pour les bonnes pratiques intéressantes. Voilà, un grand merci, puis au plaisir de te croiser dans la vraie vie à l'occasion. Merci à toi. Voilà pour cet entretien. Si vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.